Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais de la présidence de la République. Un conseil des ministres au cours duquel le président Alassane Ouattara a signé le décret de promulgation au lendemain de l'adoption par les députés du projet de nouvelle constitution. Il a annoncé le lancement le 22 octobre prochain de la campagne référendaire. Hier également, l'éclairage public sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam a été mis en service. C'était en présence de plusieurs ministres, dont celui du pétrole et de l'énergie. L'ouvrage a coûté un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Et puis l'actualité, c'est aussi le Burundi qui s'est engagé à sortir de la Cour pénale internationale. Hier, mercredi, le Parlement a adopté un projet de loi qui retire le pays de la CPI. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes le 13 octobre. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Je vous l'annonçais en titre, hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a signé le décret de promulgation au lendemain de l'adoption par les députés du projet de nouvelle constitution. Il a annoncé par la même occasion le lancement le 22 octobre prochain de la campagne référendaire. Par ailleurs, 8 décrets ont été pris par le Conseil des ministres. Le compte-rendu est signé Viviane Haïm. Après l'adoption mardi par l'Assemblée nationale du projet de nouvelle constitution, le Conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre, au lendemain du vote des députés, a démarré dans une ambiance de grande satisfaction. Après donc le feu vert des députés, le président de la République a signé le décret de publication du projet de nouvelle constitution. Ce document dit décret numéro 2076-771 du 12 octobre 2016 portant publication du projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres donc décrète que le projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire, soumis au référendum du 30 octobre 2016, annexé au présent décret, est publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et la secrétaire générale du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République, fait à Abidjan le 12 octobre 2016. Les prochaines étapes sont la campagne référendaire et l'organisation pratique du vote de la population. S'agissant de la campagne référendaire, le président de la République a fixé le lancement au 22 octobre. Je procéderai au lancement de la campagne référendaire le samedi 22 octobre prochain à Abidjan, en compagnie de mon aîné, le président Bédié. Nous rencontrerons ensuite ensemble les rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro le lundi 24 octobre. Et bien évidemment, je compte me rendre à Bouaké le jeudi pour pouvoir clôturer, si je puis dire, mon message à la nation concernant la campagne de référendum. Je voudrais insister pour dire que le référendum n'est pas une campagne présidentielle en tant que telle. Le président de la République s'adresse à son peuple et demande qu'il lui donne son opinion sur ce qui lui est proposé. Concernant les modalités pour la tenue du scrutin, 8 décrets ont été pris par le Conseil des ministres. Le premier porte convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue du référendum pour l'adoption de la Constitution. Ainsi, le collège électoral ivoirien est convoqué le dimanche 30 octobre 2016. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Le deuxième décret porte définition des spécifications techniques des cartes d'électeurs, des matériels et documents électoraux et fixe la modalité d'établissement des cartes d'électeurs et le nombre de bulletins de vote. Le troisième décret fixe la durée de la campagne. Ainsi, il est indiqué que la durée de la campagne référendaire est fixée à 7 jours.
La campagne est ouverte le 22 octobre 2016 à 0 heure et close le 29 octobre 2016 à minuit. Le 4e décret fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse des partis et groupements politiques. Le 5e décret détermine la liste des lieux et bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le vote se déroulera dans 10 500 lieux de vote et dans 20 024 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, un lieu de vote pouvant abriter plusieurs bureaux de vote. Le 6e décret porte organisation, fonctionnement des bureaux de vote. Il faut dire qu'après leur création, il y a besoin donc d'indiquer le nombre d'agents, leur responsabilité, le type d'équipement à mettre à la disposition du bureau, etc. Donc tout cela est prévu par ce 6e décret. Le 7e décret porte réquisition de fonctionnaires et agents de l'État et assimilés, notamment toute personne rémunérée par l'État peut être réquisitionnée pour prendre part aux opérations de vote. Et le 8e décret fixe la modalité de vote des Ivoiriens de l'étranger. Si l'actualité nationale reste dominée par le référendum, le Conseil des ministres avait également inscrit à son ordre du jour le dossier de la libéralisation du secteur de l'électricité au plan national. 6 décrets ont été pris par le Conseil pour mettre fin au monopole dans ce secteur. Ces décrets précisent les conditions, modalités dans lesquelles se dérouleront désormais les activités de développement des énergies nouvelles et renouvelables, organisent le cadre stratégique de la maîtrise de l'énergie de l'autoproduction et définissent les règles de fixation et de révision des tarifs de vente de l'énergie électrique. En outre, il est mis en place un nouvel organe de régulation, plus fort, plus indépendant du secteur de l'électricité, dénommé ANARE-CI, investi de pouvoirs plus étendus de décision, d'injonction, d'enquête et de sanctions, de façon à permettre une meilleure régulation du secteur de l'électricité. Il s'agit pour le gouvernement donc d'assurer l'indépendance énergétique de notre pays, tout en créant les conditions économiques qui permettent la rentabilisation des investissements réalisés et tout en permettant également la protection des droits des consommateurs. Au volet social, le Conseil a mis l'accent sur la lutte contre les nuisances sonores. Des sanctions seront prises à l'encontre des personnes qui perturbent la quiétude de leur voisinage. Ici sera mis en place un organe chargé justement d'enregistrer toutes les plaintes des populations. Les mesures de sûreté pourront aller de la confiscation de l'objet ayant servi à commettre le bruit à la suspension jusqu'à l'interdiction de l'activité professionnelle, commerciale, artisanale et culturelle à l'origine du bruit incriminé. Athlètes et encadreurs de la délégation ivoirienne aux Jeux paralympiques de Rio 2016 seront fêtés dans les prochains jours. Les médaillés ivoiriens à ces Jeux recevront distinctions et récompenses équivalentes à celles des médaillés des Jeux olympiques, a décidé le Conseil des ministres. Le compte-rendu était signé Viviane Haïm. La première dame, Dominique Ouattara, de son côté, présidait hier la cérémonie de première mise en circulation de 9 cliniques mobiles et 2 services médicaux d'urgence mobiles qui vont parcourir tout le pays. C'est tout bénéfice pour les populations de Côte d'Ivoire qui vont recevoir ces unités mobiles de santé pour des soins de proximité. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Leur fonctionnement est en ce moment effectif. Il s'agit de 9 cliniques et 2 services médicaux d'urgence mobiles. C'est la première dame de Côte d'Ivoire qui a procédé ce mercredi 12 octobre 2016 au CHU de Cocody au lancement de leur mise en circulation. Aux côtés de Dominique Ouattara à cette cérémonie, à l'instar du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs autres personnalités, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour elle, ces unités mobiles sanitaires répondent aux besoins sans cesse croissants des populations en matière de santé, surtout en ce qui concerne la médecine de proximité. L'élargissement de l'accès aux soins au plus grand nombre demeure un défi à relever. C'est à juste titre qu'une importante réorganisation de notre système de santé est donc amorcée pour l'adapter aux réalités et enjeux du moment. Ainsi, en dehors des cliniques mobiles pour le dépistage de la tuberculose, de l'ulcère de Burili,
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique aborde pour la première fois les soins de proximité variés et de spécialités diverses, prenant surtout en compte la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le renforcement de la couverture vaccinale, le dépistage du VIH et une meilleure prise en charge par le traitement par les ARV. Ces unités ont pour mission d'assister les populations dans les zones de silence et en cas de sinistre et catastrophe, de mener des activités promotionnelles de santé telles que la sensibilisation de masse, le dépistage de masse, l'éducation à l'hygiène. Président la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de saluer l'importance de ces cliniques mobiles. Il s'agit, selon elle, de la santé aux portes des citoyens, ces cliniques étant destinées à parcourir toutes les régions de la Côte d'Ivoire, conformément à leur mission. Ces cliniques mobiles représentent une véritable avancée dans la prise en charge médicale de nos concitoyens et je suis convaincue qu'elles seront d'une grande aide pour les populations. C'est de cette façon qu'il sera possible de donner un accès équitable aux soins de santé à tous. Une équipe médicale compétente pourra venir jusqu'aux malades avec le matériel adéquat en vue de leur porter assistance. La santé de nos populations a toujours été une préoccupation majeure pour moi. C'est pourquoi, depuis 1998, nous menons, par le biais de la Fondation Children of Africa, de nombreuses actions de soutien dans ce domaine qui permettent de procurer des soins de santé à de nombreuses mamans et leurs enfants. Je me réjouis donc que ces unités mobiles de prise en charge des malades puissent être une réalité sur notre territoire à compter de ce jour. 9 cliniques mobiles plus 2 services médicaux d'urgence mobile d'une valeur de plus de 2,4 milliards de francs CFA, des véhicules tels des laboratoires entièrement équipés de matériel pour accouchement, des soins dentaires, des vaccinations, des dépistages, pour ne citer que ça. 20 autres cliniques sont en attente pour permettre au plus grand nombre des populations d'accéder aux soins de santé comme le préconise le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Hier, c'était le 12 octobre et l'on a célébré la journée mondiale de lutte contre les rhumatismes. Une journée célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Pour cette année, l'accent a été mis sur la prévention. Les rhumatismes sont des maladies chroniques qui se manifestent par de fortes douleurs au niveau des articulations, notamment des os et des tendons. Et en Côte d'Ivoire, ils touchent environ 10 000 personnes selon les rhumatologues. Aurélia Drokoula, son reportage est commenté par Éric Goré. Marguerite, 72 ans, est une habituée du service de rhumatologie du CHU de Cocody. Elle souffre de douleurs répétées au dos et aussi aux pieds, ce qui constitue une entrave à son épanouissement et à son bien-être. Ça commence par ici, ça fait mal. Et puis les mains, les bras, tout ça. Les genoux, puis les pieds. Après le traitement, ça va maintenant. Au service de rhumatologie du CHU de Cocody, 200 malades souffrant de rhumatisme sont consultés en moyenne par semaine, 800 par mois et 1000 par an. Les rhumatismes sont des affections chroniques qui s'attaquent aux os, aux tendons, aux muscles et aux ligaments. Ils rendent la plupart des malades invalides, comme cette dame qui a perdu l'usage de ses pieds à 32 ans. Grâce aux soins qu'elle reçoit, elle se sent mieux. Ça fait des douleurs au niveau de mes côtes, après le dos. Après mes hanches, puis cela, j'ai commencé à sentir les pieds lourds, attraper les cuisses pour marcher. Bon, un matin, je me suis réveillée, je ne peux plus marcher. Il y a différentes formes de rhumatisme. Parmi elles, l'arthrose, appelée aussi usure de cartilage, et l'arthrite sont les plus fréquentes. Cette affection peut survenir à tout âge et n'est pas forcément liée à la vieillesse. Dans l'arthrose, il y a l'âge qui intervient, c'est-à-dire que plus on prend de l'âge et plus l'arthrose devient fréquente. Et il y a aussi et surtout l'obésité qui est un facteur, un élément pourvoyeur d'arthrose. Il y a également les traumatismes répétés. Les rhumatismes affectent un adulte sur 4 et constituent la première cause de handicap après 40 ans. Ses conséquences sont multiples. On aura donc des difficultés à marcher du fait de la douleur
Et pour ce qui concerne les rhumatismes inflammatoires, les conséquences peuvent être mortelles. Pour mieux faire face à cette maladie, une prise en charge et un traitement sont impératifs. La prise en charge, pour ce qui concerne la douleur, va se faire avec les antalgiques de différents niveaux. De niveau 1 pour les douleurs de faible intensité, de niveau 2 pour les douleurs de moyenne intensité et de niveau 3 pour les douleurs de forte intensité. Vu le coût élevé du traitement selon les spécialistes, la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre les rhumatismes. Il faut lutter vraiment contre l'excès de poids par un régime alimentaire bien équilibré qui évite tous les excès. L'activité sportive est conseillée, mais il faut quand même éviter les traumatismes sportifs. En Côte d'Ivoire, près de 9 000 à 10 000 personnes consultent pour une affection rhumatismale. Le pays compte 15 rhumatologues et 2 centres de rhumatologie. Ils sont situés au sein des CHU de Cocody et le CHR de Bouaké. Les inspecteurs des caisses de prévoyance sociale des pays africains sont en séminaire de formation sur l'inspection dans les organismes de sécurité sociale. Il s'agit pour ces inspecteurs membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale d'échanger leurs expériences en matière de gestion transparente et efficiente des caisses de prévoyance sociale. L'initiative est de la CIPRES et de la CNPS. Justine Seydjike. Les organismes de prévoyance sociale des 14 pays africains de la zone franc ont fait de la bonne gouvernance une quête permanente au sortir de la crise économique mondiale des années 90. D'où la création d'un organe de régulation dénommé Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, en 1993, dont les démembrements sont les services d'audit ou d'inspection. Les inspecteurs sont donc chargés du contrôle de la bonne gestion des caisses de sécurité sociale. On ne fait pas de l'inspection ou on ne fait pas de l'audit pour faire de l'inspection ou de l'audit. On le fait parce qu'on est au service d'une organisation qui a des objectifs, qui sont des objectifs propres à chaque activité. Et c'est pour ça que finalement une expérience, qu'elle s'appuie sur la recherche scientifique ou sur les ministères chargés des affaires sociales, eh bien ce sont des expériences qui peuvent se partager et où chacun peut l'utiliser dans son contexte. Après plusieurs années d'exercice, il leur revient d'améliorer leurs connaissances pour être plus performants et plus utiles afin d'assurer une gestion transparente des différentes caisses. Toute activité qu'on mène évolue dans le temps, dans sa complexité et dans sa diversité. Donc, il faut faire évoluer le cadre, il faut faire évoluer les compétences, il faut faire évoluer les procédures. 11 délégations des pays membres de la CIPRES ont pris part à ce séminaire international de formation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui a duré 4 jours. Il permettra la mise en place d'un cadre commun d'organisation de l'inspection dans l'espace CIPRES. En bref et en images, l'éclairage public sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 30 km, a été mis en service hier, mercredi, en présence des ministres du pétrole et de l'énergie, Adama Tongara, des infrastructures économiques, Patrick Hachi, et de la salubrité urbaine et l'assainissement, Anne Désiré Ouloto. Réalisé par la compagnie ivoirienne d'électricité après un marché attribué à cette structure par le ministère des infrastructures économiques, l'ouvrage a coûté un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Décision numéro 1 du CNP du 11 octobre 2016 portant réglementation de la pré-campagne dans la presse pour le référendum constitutionnel. Le Conseil national de la presse, vu la Constitution, vu également le code de déontologie du journaliste ivoirien, décide, article 1er, la présente décision a pour objet de réglementer la couverture médiatique du référendum par les organes de presse publics et les organes de presse
privés, quel que soit leur mode de diffusion pendant la période de pré-campagne. Article 2. Au sens de la présente décision, la période de pré-campagne s'entend de la période allant de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant constitution à l'ouverture de la campagne référendaire. Et puis, pendant la période de pré-campagne, les organes de presse veillent au respect des principes d'équité, de pluralisme et d'équilibre de l'information en faveur de l'ensemble des courants d'opinion. L'amélioration du climat des affaires est une préoccupation majeure pour les 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En vue donc de renforcer les capacités des États membres, un atelier a été organisé hier mercredi, ici même à Abidjan, à l'initiative du cadre de concertation État-secteur privé de Côte d'Ivoire. Francis Boifo pour en savoir plus. Dialogue État-privé, partenariat public-privé ou encore cadre de concertation État-secteur privé. L'appellation diffère d'un pays à un autre dans l'espace communautaire UEMOA. Un constat toutefois, les échanges entre l'administration publique et le privé favorisent l'environnement des affaires. C'est un code général des impôts consensuel. C'est un code général des douanes partagé. C'est la mise en place d'un code de gouvernance des entreprises qui est porté par l'Institut sénégalais des administrateurs. Nous assistons de plus en plus à la prise en compte des préoccupations du secteur privé dans la prise de décision du gouvernement. Le secteur privé donne ses préoccupations, on les présente au ministère concerné et ensemble, on voit les solutions qui peuvent arranger les deux parties. Des avancées également au Niger, mais le pays est intéressé par le modèle ivoirien. Nous, on n'a pas de comité de concertation ou de dialogue formel créé, en tout cas institué au niveau du pays, mais nous conduisons notre dialogue avec les partenaires publics et privés. L'atelier sous-régional sur le dialogue public-privé dans l'espace UEMOA à Abidjan est un cadre d'échange, d'expérience entre les pays membres. C'est aussi une opportunité pour les États de faire le point de l'application des directives communautaires impliquant le secteur privé. Une mission de l'AFD, l'Agence française de développement, sur le terrain à Korogo pour se rendre compte de l'exécution du projet C2D éducation-formation. Je rappelle que les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué bénéficient dans le cadre de ce projet de 20 collèges de proximité et de 51 écoles primaires. Kader Sogodogo, RTI Boaké. L'Agence française de développement AFD a approuvé le 20 décembre 2012 une subvention de contrat de désendettement et développement C2D de 61 milliards de francs CFA pour le financement du développement de l'éducation, la formation et l'insertion des jeunes, dont 16,8 milliards viendront en appui à l'éducation de base. Avec ce financement, le district des Savanes bénéficie de 20 collèges de proximité et de 51 écoles primaires. La construction de ces infrastructures s'élève à environ 5 milliards de francs CFA. Les travaux qui ont débuté en mai 2015 sont prévus s'achever pour cette rentrée scolaire 2016-2017. L'objectif de cet investissement dans le cadre du C2D reste de rendre l'école accessible à tous. C'est donc pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux qu'une mission de l'AFD venue de Paris a sillonné le district des Savanes de jour comme de nuit avec des échanges avec les acteurs de l'école. D'un point de vue général, la satisfaction est de mise. Sur des prix très compétitifs pour réaliser des collèges dans des zones rurales, et ce qui nous permet d'envisager d'en faire beaucoup plus pour la suite, puisqu'on a pu démontrer déjà sur cette première phase que c'était possible. Le ministère de l'Éducation nationale reste déterminé à continuer les grandes réformes en faveur de l'école. Nous avons pu identifier avec nos partenaires des cheminements vertueux qui vont nous permettre de traiter un certain nombre de problèmes que l'école ivoirienne rencontre. Le C2D jouera sa partition. Le ministère de l'Éducation nationale a exprimé ce besoin et lorsque ces besoins ont été identifiés sur le terrain, il fallait exécuter ces bâtiments, ces écoles, pour permettre à ces nombreux enfants qui avaient besoin de formation. Dans la phase 2 du C2D, 200 collèges de proximité seront construits dans plusieurs régions du pays.
Un petit mot sur l'emploi jeune à présent, et pour cela, rendons-nous dans la commune de Marcory, ici à Abidjan, où Sidi Touré a inauguré récemment un point service de l'agence emploi jeune. C'était au foyer des jeunes de la commune et le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et du service civique a tenu à inaugurer ce deuxième point service du district d'Abidjan pour être plus proche des jeunes. Les résultats de la dernière enquête sur l'emploi en 2014 révèlent que 7 chômeurs sur 10 sont à la recherche d'un emploi. Face à ce constat, le gouvernement a décidé de développer une stratégie en vue de se rapprocher des jeunes en quête d'emploi. Il s'agit de la création des points-services emploi jeunes dans les communes. Leur rôle, l'assistance pour l'inscription en ligne sur la plateforme de l'agence emploi jeunes et la formation des jeunes aux techniques de recherche d'emploi. Marcory est la deuxième commune bénéficiaire de ce point-service. Au niveau de Marcory, on a déjà mis à la disposition des jeunes gens 25 millions pour leur formation, 25 millions pour leur projet. Voilà, et 1000 permis qu'on donne tous les ans. Nous sommes très fiers que le gouvernement vient installer le point emploi jeune ici pour nous permettre de booster notre dispositif. Et je pense que c'est ensemble qu'on peut permettre aux jeunes de sortir du chômage. Il y a plusieurs opportunités, mais faute d'information, les jeunes n'approchent pas les structures qui sont en charge de pouvoir les insérer. Je tiens à saluer cette initiative. Elle va permettre aux jeunes d'avoir de la formation, de pouvoir s'insérer dans le tissu social. Cette année, ce sont 30 points services qui seront ouverts dans plusieurs communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Ce dispositif qui nous rapproche de nos jeunes et qui sachent que dorénavant, ils n'ont pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres. Ils vont à la commune haute, leur commune, où il y aura un bureau avec un équipement et un personnel à minima pour leur donner les premières informations pour comment avoir du travail et où avoir du travail. Le ministre Sidi Touré a aussi invité la jeunesse de Marcory à fréquenter régulièrement leur nouvelle maison, porte d'entrée désormais vers l'emploi. C'était un reportage de Grace Kando. La production de bananes plantain étant tributaire des pluies, elle subit des pénuries. Afin de lever les contraintes à la production, la transformation et la mise sur le marché des différents acteurs de la filière, décideurs politiques et les chercheurs sont à Yamoussoukro pour apporter des solutions efficaces et durables à ces préoccupations. Il s'agit d'un atelier régional de planification des activités de recherche et de développement de la filière banane plantain pour les années à venir. On retrouve nos confrères de RTI Boaké. Troisième culture vivrière de la Côte d'Ivoire avec une production d'environ 1,7 million de tonnes. La banane est un aliment énergétique et demandé par 250 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest. La farine des bananes plantain mûres et non mûres. Donc la non mûre peut permettre aux diabétiques de pouvoir en consommer. Et puis, sur le plan organoleptique, on peut parler un peu du taux de cholestérol qui est bas. Cependant, la production du plantain est tributaire de la pluviométrie. La présente rencontre tentera de lever les contraintes à sa production, sa transformation et la mise en marché. La production des contre-saisons pour pouvoir permettre au plantain d'être sur le marché en toute saison et d'être produit partout où on peut avoir de l'eau. Dans cette seconde phase, toutes les organisations appuient les structures de recherche, dont les centres nationaux de spéculation sur le plantain. Le directeur exécutif du FIRCA s'est réjoui de l'impact positif du PPA-OAP sur le développement des filières vivrières ces dernières années. Pour le directeur national de la recherche, cette rencontre est importante en ce qu'elle permettra d'évaluer et d'actualiser les projets relatifs à la sécurité alimentaire dans la sous-région en tenant compte des aspects climatiques, économiques et sociologiques. Les représentants du Bénin, du Ghana, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire participent à cet atelier sous-régional qui prend fin le 14 octobre 2016. À Bongouanou, dans la région du Moronou, l'on a célébré la journée nationale du cacao et du chocolat. Une journée instituée par l'État de Côte d'Ivoire pour honorer les acteurs de la filière cacao. Moussa Konaté pour les détails. Tano Awo, originaire de Hara, meilleur producteur, et la coopérative Akamou,
Meilleure société coopérative. Ce sont les lauréats de la Journée nationale du cacao et du chocolat dans la région du Moronou. Des acteurs de la cacao-culture honorés pour leur contribution au maintien de la Côte d'Ivoire à la position de leader mondial du cacao. Le président de la République, le Conseil du café cacao, brandit fièrement votre médaille de leadership dans la cacao-culture. Et vous dit de ne pas baisser les bras surtout, de continuer de travailler la cacao-culture pour que nous puissions maintenir notre titre. C'est un prestigieux titre que nous devons toujours défendre. La Journée nationale du cacao et du chocolat est initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Elle est spécialement dédiée aux producteurs de cacao pour leur concours au rayonnement économique du pays. Le thème de cette 3e édition est « Agir ensemble pour relever les défis nouveaux de la filière cacao ». Nous venons de l'apprendre, le roi de Thaïlande, plus vieux monarque en exercice, est décédé ce jeudi 13 octobre. C'est ce qu'a annoncé le palais. Il est mort paisiblement à l'hôpital Siriraj. Le roi Bhumibol Adulyadej était âgé de 88 ans. Le chef de la junte au pouvoir a annoncé que le prince héritier Maha Vajiralongkorn succédera à son père et que le pays vivra 1 an de deuil. Le Burundi est engagé dans une marche forcée pour sortir de la Cour pénale internationale. 94 voix pour, 2 contre et 14 abstentions. Hier, mercredi 12 octobre, le Parlement a adopté au cours d'une procédure accélérée un projet de loi qui retire le Burundi de la CPI. Une décision prise après la sortie d'un rapport d'experts de l'ONU accablant sur de graves violations des droits de l'homme et la création d'une commission internationale d'enquête par la Cour des droits de l'homme. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h.